rubrique news de l'émission. Mehdi, je t'explique un petit peu. On a scruté des news un petit peu dans la semaine passée en NBA et puis on essaie d'en retenir 3 et on se demande si ça hype ou pas, si ça nous intéresse. Okay. Donc on part sur cette première news. Elle concerne un Français bien connu, international, Nicolas Batum, qui s'est exprimé dans les colonnes de l'équipe. Je vous lis la décla. Je veux jouer encore 2 ans, idéalement. Ce serait aller loin avec les Clippers, Coupe du Monde, et aller loin avec également encore les Clippers, plus les Jeux Olympiques de Paris pour y finir ma carrière. Donc, c'est pas nous qui l'annonçons, mais Nicolas Batum devrait s'arrêter en 2024. Il aura 36 ans, hein, Nicolas Batum, en 2024. Une génération peut-être, sûrement d'ailleurs après la tienne. Quand on évoque Nicolas Batum qui arrête sa carrière, qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Est-ce que c'est hype ou pas? C'est pas hype, parce que là, c'est au revoir à une génération 88-89. Batum, voilà, Batman, le gars, il a porté une très belle génération, il a eu une belle carrière en NBA. Et le fait de ne plus voir sur les terrains, ça va faire bizarre. Hein. Ça va faire bizarre. Mais c'est une nouvelle qui t'intéresse, tu la trouves Moi, ça va me faire mal au cœur. Batum, ouais, je l'aime beaucoup, tu vois. En plus, quand j'étais à Nancy, je l'ai vu. Tu sais, pendant les lockouts NBA, il a fait un passage à Nancy qui était super intéressant. Il était dominant et le fait qu'il arrête sa carrière à Paris 2024, c'est exceptionnel, mais voilà, j'aurais souhaité qu'il continue un petit peu. Continue un petit peu. Ouais, un petit peu. La légende, on voit le palmarès, hein, beaucoup de médailles pour Nicolas Batum, médaille de bronze en 2014 et 2019 à la Coupe du Monde, Eurobasket, c'est une médaille d'or en 2013, médaille d'argent en 2011 et médaille de bronze en 2015, et Jeux Olympiques, hein, c'était l'an dernier à Tokyo, vice-champion olympique, une défaite courte défaite face à Team USA. Angelo, Nicolas Batum qui prend sa retraite, une page qui se tourne? Une page qui se tourne, en effet. C'est de toute manière le cycle de la vie, c'est le cycle des carrières de sportifs. Ça fait partie, on va dire, de cette continuité. Il y a la passation à la nouvelle génération. Il a une carrière magnifique. C'est un leader charismatique. Il a fait ce contre aussi spectaculaire que précieux face à la Slovénie lors des derniers JO. Donc voilà, en plus c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un de très humble, très réservé. Donc hype. on peut lui souhaiter que la réussite avec les Clippers, c'est de finir en beauté avec les JO à domicile. Voilà, fin de carrière, c'est pas hype parce que c'est normal. C'est quelque chose qui devait arriver de toute manière, mais c'est hype parce qu'il s'agit d'un monument du basket français et forcément, on a un œil affectif sur tout ce qui le concerne. Tu parlais des Clippers, on peut voir les stats en carrière de Nicolas Batum. Il joue aux Clippers de Los Angeles cette saison et il a débuté d'ailleurs du côté de Portland, hein, drafté en 2008 si je ne dis pas de bêtises. Les stats en carrière, c'est 11,1, 5 rebonds et 3 passes 5. Mélo, joueur complet, Nicolas Batum, tu l'as croisé sur les terrains de NBA. Quand on voit ses stats, on sait que ce n'est pas un homme de statistiques, mais c'est quelqu'un qui met un peu de l'huile dans les rouages. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là, de cette carrière accomplie, hein, de Nicolas Batum? Ah oui, carrément, c'est clair que c'est une carrière accomplie. C'est le genre de joueur que tu adores avoir dans une équipe. C'est le genre de joueur qui peut tout faire, comme tu l'as dit, qui n'est pas à la recherche de statistiques, mais qui joue vraiment pour rendre les autres meilleurs et pour gagner. Et moi, je suis vraiment content qu'il ait pu trouver j'ai envie de dire, une seconde jeunesse, une nouvelle maison avec les Clippers, dans une équipe et surtout avec un coach qui sait vraiment l'utiliser. Et du coup, moi, je suis assez hype pour les 2 saisons à venir parce que on sait qu'il y a Paul George, on sait qu'il y a Kawhi Leonard, donc les Clippers, s'ils sont en bonne santé, auront l'occasion de jouer le titre. Et puis après, disons que si tu arrives à choper une bague sur les 2 dernières saisons et après aller choper une médaille à Paris, tu peux prendre ta retraite en toute tranquillité. C'est un joueur également impactant en équipe de France. Il y a 155 sélections quand même. Mehdi, je pense que ça te parle. 10,5, 3 rebonds 6 et une passe 8. Donc joueur également complet. Et puis quand on ramène des médailles comme il en a ramené, hein, 5 quand même, il marque un petit peu l'histoire de l'équipe de France. Il porte bien le maillot. Il porte bien le maillot, capitaine de l'équipe de France. Exactement. Il a su, on va dire, rebondir par rapport à Tony Parker qui, lui... a représenté la France bien comme il faut. Et, quand il est parti, c'est lui qui a repris le flambeau.
On avance, je ne fais pas réagir Jean-Claude sur... Pourquoi on ne me fait pas réagir? Tu vois pas mon visage, comment il est fermé là? Allez, Nicolas Batum. Parce que j'attends qu'on me pose la question. Nicolas Batum. Et moi, ça m'énerve. Je ne sais pas si c'est hype, pas hype. Depuis quand Batman prend sa retraite? Bruce Wayne, il continue à tabasser les gens à Gotham City jusqu'à 80 ans. Donc, il ne part pas. Moi, je vais le voir, on va le voir avec Mehdi, on va lui parler. Batman doit nettoyer les villes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 36 ans, t'arrêtes? On va lui laisser un message. On lui a cassé le dos, Ben, il lui a cassé le dos, il est revenu. Qui lui a cassé le dos là? Personne. Écoute. Ah, ça m'énerve. On va en parler. Excusez-moi. On va en parler à Nicolas. Peut-être qu'il y a une possibilité qu'il réfléchisse encore à 2 fois. Ouais. 36 ans, t'arrêtes? Il a du sang noir, frère. On s'arrête jamais, nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'a mangé Jean-Claude aujourd'hui? Pardon, excuse-moi. Je ne sais pas. Eh ben écoute, garde la main parce que tu m'as l'air bien chaud. On va aller sur Nikola Jokic. Ce n'est pas Chris Paul qui est MVP de la saison régulière, mais Nikola Jokic, l'intérieur serbe, pardon. Oui, serbe, parce que Monténégrin. Tu cherches des problèmes. Donc c'est l'intérieur serbe qui double la mise. Il était déjà MVP, donc Most Valuable Player. On explique un peu le terme. Joueur ayant le plus d'impact sur sa franchise. Le meilleur, c'est le meilleur. Voilà. Ou le meilleur, selon ce que peuvent dire certains analystes. Hype ou pas hype, cette double élection de Jokic en tant que MVP? Quand tu attends l'annonce du MVP, tu es toujours... Donc oui, c'est hype. Ouais. Moi, je dis que c'est très hype. Ok. Melvin? Jokic, MVP, mérité? Ouais. Oui, mérité. Alors évidemment, certains vont crier au scandale et vont dire que Joel Embiid aurait mérité de l'avoir. C'est vrai, il aurait fait un très beau MVP, mais Jokic fait une saison historique et il vole pas son trophée de MVP. On va présenter Nikola Jokic. On a une petite image à vous montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est 2m11, 128 kg. 7e saison NBA, 2 fois MVP, donc pour le coup, 2021 et 2022. 4 fois All-Star, donc un joueur maintenant dominant. On peut continuer d'ailleurs sur les statistiques par saison pour voir un petit peu son évolution. Alors ça commence à 18,5, on est parti de la saison 2017-2018, donc ça part avec 18,5 pour monter à 27,1. Ça monte également au niveau des rebonds et ça monte également au niveau des passes. Donc c'est un joueur qui est en constante progression. Moi j'ai envie d'aller sur le top 3 également, donc Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Il y en a qui discutent un petit peu de l'élection de Nikola Jokic. Est-ce qu'un Joel Embiid n'était pas aussi... autant méritant qu'un Nikola Jokic pour être MVP cette année? Je pense oui. Après, les chiffres ne mentent jamais. Maintenant, quelque chose qui est sûr, c'est que ça fait 4 ans que l'Europe ou l'Afrique domine la NBA. Constante. Si tu vois les 3 derniers de la liste, c'est Nikola Jokic, Joel Embiid, Antetokounmpo. Il n'y a pas un Américain dedans. Tu veux énerver Angelo, hein? Mais donc le reste du monde progresse. Le reste du monde progresse et c'est énorme. Et domine même. Domine. C'est un mot important que tu viens de dire là. Pendant 4 ans. Angelo sur... Non, mais il va pas m'énerver. Une réponse d'Angelo, tiens. Si t'es pas énervé, Jokic, Embiid ou Giannis? Non, mais si tu te souviens, on avait déjà discuté de tous ces thèmes-là lors de nos derniers podcasts et mon choix pour le titre de MVP cette année, d'un poil de fesse, c'était Nikola Jokic et c'était le même podium. Mais ce qu'il faut bien comprendre et remettre sur la table, c'est que ces 3 candidats méritaient considération et peu importe l'élection de MVP avec un de ces 3 noms, personne ne leur est volé. Pour des raisons légitimes, pour des raisons évidentes, ils le méritaient tous les 3. Donc il y a des préférences, des affinités. Embiid avait le vote de certains, Antetokounmpo le vote d'autres, Jokic est celui qui a récupéré le plus de votes, mais il reste, comme l'a dit Melo, le joueur qui a fait une saison historique statistiquement à un niveau qui était indiscutable et la proximité au niveau du classement qu'il avait avec Embiid a fait en sorte que ça puisse tomber en sa faveur. Si les Nuggets n'avaient pas réussi à s'immiscer aussi haut dans la conférence Ouest et qu'ils avaient été hors des playoffs, par exemple, Embiid aurait remporté l'intabal. Mais à 3 victoires près, ils n'ont pas, on va dire, daigné lui retirer ce qu'il mérite tout autant que les 2 autres. Melvin, tu voulais réagir? Ouais, juste un dernier truc qu'on n'a pas dit, c'est que Denver a joué quasiment toute la saison sans Jamal Murray, leur meneur titulaire, qui joue normalement à un niveau de All-Star, sans Michael Porter Jr., qui a signé un contrat max avant la saison.
Et donc, le fait que Jokic puisse amener cette équipe-là de Denver à la 6e place à l'Ouest, en soi, c'est un miracle. La façon dont il a réussi à jouer face aux Warriors au premier tour, j'ai eu la chance d'être le témoin de 2-3 matchs de ce premier tour au Chase Center de San Francisco. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a réussi à faire cette saison. On reste sur les awards, messieurs. On va du côté du coach de l'année. Monty Williams vient d'être élu. On va en parler ensemble, mais on va commencer par le 6e homme. Donc le premier sortant du banc, que l'on appelle 6e homme en NBA, qui est Tyler Herro. Voilà, donc on peut commencer, on voit les trois. Il était dans une shortlist de 3 finalistes avec Kevin Love, le champion NBA en 2016 avec les Cavs, et Cam Johnson, encore en playoff, donc avec les Suns. On voit qu'il n'y a pas trop de débat, 488 points, si mes yeux ne me trahissent pas, face à 214, donc il n'y a pas forcément de discussion sur Tyler Herro. On peut peut-être essayer de le décrire avec Angelo. Tyler Herro, un arrière explosif qui est capable bien sûr de prendre des tirs et de mettre des tirs, mais qui a aussi cette capacité à tenir la balle et à essayer de créer aussi un petit peu pour les autres. Oui. C'est un joueur qui s'était révélé dans la bulle au même titre que Duncan Robinson. Et il a réussi un petit peu à l'image d'un Manu Ginobili avec les Spurs à donner sa plénitude malgré le fait qu'il sorte du banc. Et c'est ce qui rend d'ailleurs cette équipe de Miami si dangereuse et qui a aidé à ce que Miami finisse premier de la conférence Est cette saison. Et donc, au niveau du style de jeu, une confiance en lui indescriptible, cette capacité à prendre des tirs en première intention, à 3 points, et surtout de se créer lui-même son tir, contrairement à Duncan Robinson qui, lui, a besoin du travail collectif pour qu'il puisse se démarquer en utilisant des écrans et autres. Et cette capacité à pouvoir créer le jeu sur les situations d'écran porteur. Okay. Il peut créer également pour ses coéquipiers, s'infiltrer dans les intervalles. C'est vraiment un joueur qui est spectaculaire à regarder et qui amène ce danger permanent en sortie de banc, ce qui permet au Heat de ne pas vraiment avoir de baisse de niveau au niveau du scoring, malgré les starters qui aillent se reposer. On va le présenter, Tyler Herro. On vous présente beaucoup les profils que l'on évoque dans cette émission pour que vous puissiez un petit peu prendre vos marques et puis aussi suivre ensuite l'évolution de ces joueurs. Donc Tyler Herro, c'est un jeune joueur, 22 ans, 3e saison NBA, 1m96, 88 kg. Il joue arrière, donc une base arrière, c'est capable d'organiser, de remonter la balle ou de finir aussi un petit peu les actions. Il est drafté 13e en 2019, donc c'est assez récent. Il est à 16,7, 4,7 rebonds et 3,2 passes. Mehdi, un arrière qui prend 4, quasiment 5 rebonds et qui fait 3 passes en NBA, ça t'inspire? C'est la NBA. En Europe, c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu as moins de possibilités de faire ces chiffres. C'est différent, mais ce que fait Tyler Herro cette saison et les saisons qu'il a fait précédemment, c'est un bel accomplissement et je pense qu'il va développer tout ce qu'il a fait depuis. Il peut progresser, tu penses que ça peut être un joueur, là on voit ses stats, tu vois, 20 points, 4 passes. C'est un futur All-Star pour moi. Donc il va rentrer dans une rotation de starter, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ok, ça marche. On peut pas s'épanouir, Melvin, rapidement dans une carrière un peu à la Ginobili, Manu Ginobili, l'Argentin qui a joué beaucoup pour les Spurs et qui est sorti du banc quasiment toute sa carrière. Est-ce que c'est pas un modèle à suivre pour Tyler Herro ou est-ce que son évolution va naturellement l'amener à rentrer dans un 5 de départ un jour? Pas forcément. Moi, j'ai pas envie de le comparer à Ginobili parce que Ginobili, je pense qu'il était plus créateur, plus passeur que Herro. Par contre, pour moi, ça va vraiment dans la tradition généralement des joueurs qui gagnent ce trophée de 6e homme, c'est-à-dire Jamal Crawford qui a joué pour les Clippers pendant des années, Lou Williams qui a joué pour les Clippers, qui a joué pour Atlanta également, des arrières ou même j'ai envie de dire des postes 1 et 2 qui sont extrêmement difficiles à arrêter et qui sont scoreurs. Moi, je le vois bien dans cette trajectoire-là. Après, ce que j'aime, c'est dans sa mentalité. Il aurait pu ne pas vouloir sortir du banc. Il a accepté ce rôle-là parce qu'il savait que ça allait aider l'équipe. Donc, à voir s'il va continuer comme ça ou si le fait d'avoir gagné ce trophée de 6e homme, ça va lui donner d'autres ambitions. On parle du coach de l'année, Monty Williams, élu, donc avec 458 points. Il devance Taylor Jenkins, 270 points, et Eric Spoelstra, 72 points. Pour bien vous les situer, Monty Williams, c'est les Suns. Taylor Jenkins,
c'est les Grizzlies et Eric Spoelstra, c'est le Heat de Miami. Vous voyez les bilans, hein, donc clairement des bilans positifs pour les 3 coachs. Ça coule de source. On n'a pas entendu, notre ami Arnaud Labuche. Concernant les awards. Ça m'énerve parce que tu as parlé de mon équipe juste avant. Ouais, justement, le coach de ton équipe... Je vais casser le plateau. Le coach de ton équipe est élu meilleur coach de l'année. Qu'est-ce que tu en penses? Mais mon équipe, c'est Miami à la base. C'est pas... Parce que non, je t'explique. Je vous explique puisque vous êtes là, mes amis, vous êtes témoins de notre mariage. Il m'a demandé qui va gagner cette année. Moi, j'ai dit Phoenix. Donc lui, maintenant, il pense que c'est mon équipe. Mon équipe, c'est Miami. Moi, je suis DJ Khaled. Tu comprends? Moi, j'ai besoin de la Caraïbe. Je dois partir en Martinique rapidement. Tu comprends? L'Arizona, c'est pas mal non plus. Hein. Héros, on s'en fout, je m'en fous. On revient sur Tyler. Okay. C'est un bioman. Ok. Accélérateur de particules. Bah, moitié homme, moitié robot. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Donc, non, pour coach de l'année, bah oui, Monty Williams, tout a parlé pour lui. C'est normal. Merci. Eric méritait aussi, mais bon. Donc, excusez-moi les gars, pardon. 30 secondes de feu pour parce me que dire j'ai pas mangé. C'est normal.